Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 3 avec une série d'amendements de suppression de l'article 3. Monsieur Vico, Monsieur Soulignac, non, il n'est toujours pas là, Monsieur le Président. Vous lui ressemblez tellement. Il finira par revenir. C'est en effet un amendement de suppression de l'article 3 qui prévoit de créer un nouveau régime d'interdiction d'entrée en gare. Je rappelle qu'en l'état actuel du droit, une interdiction d'entrée en gare peut être imposée en dépit de l'atteinte que cela entraîne sur la liberté d'aller et de venir, ce qui interpelle déjà, et que ce texte vise à élargir ce régime d'interdiction. Donc, une fois de plus, on confie des pouvoirs de police à des agents de sécurité sur la base d'éléments qui sont particulièrement complexes à interpréter, notamment s'agissant d'un comportement qui serait de nature à compromettre la sécurité des personnes. Tout cela nous semble être tellement flou et tellement porteur de risques que la raison nous commande de supprimer l'article 3. Merci, Monsieur Soulignac. Le 62 n'est pas défendu. Le 112, Monsieur Porte? Oui, dans le même état d'esprit, c'est très flou et une extension large des pouvoirs de la CIG et GPSR qui ne fait plus seulement d'eux une police des transports, mais qui tend à être équivalent à une police générale. Donc là, on a un glissement qui nous paraît dangereux, puisque pour l'instant, dans l'état actuel, ils ont la capacité d'interdire l'accès à un véhicule, à un wagon ou à un tram, mais là, on va l'étendre aux gares, aux stations, sous un motif qui ne nous paraît pas opportun, puisque c'est extrêmement flou, c'est pas cadré, et surtout, ce qui nous apparaît encore une fois dangereux, c'est qu'il y a un glissement d'émissions, c'est-à-dire qu'on transforme les agents de la SUGE et du GPSR en des agents de police nationale, ce qui n'est pas une réponse pour lutter contre l'insécurité, pour garantir le droit à la sûreté. Encore une fois, si on veut avoir un niveau de sécurité qui réponde aux attentes des usagers et il y a une réponse à donner, c'est une extension du nombre de policiers nationaux qui doivent être présents. C'est pas en déployant des agents de la SUGE et des GPSR, en étendant leur mission. Ils sont déjà pas assez pour faire leur boulot correctement à l'intérieur des trains et des gares, et on va leur demander d'avoir une surface d'intervention qui est plus large, avec le même volume d'agents. Ça ne va pas marcher. Votre avis, monsieur le rapporteur? Oui, défavorable. Cette mesure à l'article 3 est importante, attendue. Elle porte une mesure de cohérence et de bon sens. Monsieur Porte, vous l'avez rappelé il y a un instant, nos agents GPSR et SUGE ont bien un pouvoir d'éviction, d'interdiction d'accès aux véhicules. Et en élargissant effectivement ce droit d'interdiction d'accès aux gares, eh bien, je pense que nous venons renforcer leur action qui est indispensable. Et également faciliter leur travail dans le sens où quand vous vous rendez sur un certain nombre de gares et auprès des agents, ils passent la journée en fait à jouer au jeu du chat et la souris. Ça veut dire qu'ils peuvent évincer quelqu'un et passer la journée à évincer quelqu'un. Il faudrait aller plus loin et effectivement avoir ce droit d'interdiction d'accès. Aussi avis défavorable. Merci. Je soumets aux voix ces amendements. Sachant que je reviendrai après pour la protection quand même, et que cet amendement ne concerne pas certains publics dont ils sont domicile fixe. Je vous en prie, Mme Martin. Ça, on verra. Outre tous les dangers que représente cet article, il a un caractère non opérationnel. Vous dites les agents le demandent. Bon, sincèrement, c'est à vérifier. Vous dites de cette manière-là, on va augmenter le niveau de sécurité et rassurer, on va dire ça comme ça, les voyageurs et les voyageuses, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est tout le modèle économique de la SNCF, en fait, qui est à revoir. Si on veut des gares plus accueillantes, plus confortables, plus sécurisantes, plus sécurisées, c'est d'abord l'inverse, évidemment, de la mise en concurrence qui la dépouille. Et la SNCF, et c'est des investissements dans tous les sens que peut prendre ce terme, de la part de l'État, autant que faire se peut. C'est dans ces conditions-là qu'on y arrivera. C'est pas avec ça. Outre les problèmes que cela pose, encore une fois, ça ne marche pas. Merci. Donc, je soumets aux voix ces amendements avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ces amendements de suppression? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous en venons au 82, Monsieur Gouffier-Valente. Oui, je l'évoquais il y a un instant, l'objet de cet amendement, qui est rédactionnel, mais qui vise à un alignement des dispositions des injonctions existantes dans le cas où la personne est sans domicile fixe, et donc donner une obligation à nos agents SUGE et GPSR de tout de suite lancer une opération pour essayer de trouver un hébergement d'urgence à cette personne, et de façon plus générale
bien entendu si le plan grand froid est déclenché. Merci. Je mets au voie l'amendement du rapporteur. Qui est pour? Qui est pour l'amendement du rapporteur? Qui est contre? Il est adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Madame Regol, le 8. Oui, et si vous permettez, monsieur le rapporteur, je fais le 8 et le Formidable. 12, puisque ce sont deux amendements de repli. Je vous en remercie. Par rapport à ce qui vient d'être voté, puisque là, il s'agit de refuser l'accès au transport ou aux gares, aux stations à des personnes qui pourraient troubler la régularité des circulations. Une notion assez floue encore dans la rédaction actuelle, puisqu'on ne sait pas très bien, puisqu'ils ne sont pas définis, quels comportements sont visés, ni comment. Et de fait, ça paraît assez compliqué à appliquer. Cet amendement, donc le premier, supprime la possibilité d'interdire l'accès au transport aux personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle, puisque si la sanction d'un refus de fouille, de palpation est un refus d'accès au transport, alors le principe même du consentement n'existe plus beaucoup, puisque si vous refusez, vous n'avez plus droit de citer tout court. Vous voyez qu'on est un peu dans un truc complexe. Et le suivant, donc le 12, s'arrête juste au refus de fouille ou de palpation. Donc vous voyez, repli et repli du repli, tout ça pour essayer d'avoir un cadre légal qui soit un petit peu valable. Je précise, pour que, puisqu'apparemment il faut que les choses soient dites, sinon tout est déformé, qu'on est toutes et tous, je pense, d'accord pour dire que des transports perturbés, ce n'est pas une bonne chose, que des retards dans les transports, ce n'est pas une bonne chose. D'une part parce que ça perturbe le quotidien ou les voyages, mais aussi parce que ça a un coût pour le collectif. Ce que l'on dit, c'est que en l'état, ce ne sont pas des formules qui sont employables et qui sont respectables de notre droit. Votre avis, monsieur le rapporteur? Mon avis, c'est qu'elles sont respectables et nous aurons un point de désaccord sur cette solution de repli du repli du repli. Quand vous le présentez, par souci de clarté et d'efficacité du dispositif, je ne souhaite pas faire de différence entre les conditions permettant effectivement actuellement de refuser un accès. Et par ailleurs, je trouve tout à fait justifié, il n'empêche pas de refuser l'entrée dans une gare à une personne qui ne souhaite pas être fouillée ou palpée dans les conditions telles que définies par la loi. Avis donc défavorable. Monsieur Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, une personne qui refuse d'ouvrir son sac et de montrer son sac à la sécurité, en général, c'est qu'il y a un objet illicite à l'intérieur, donc au mieux, entre guillemets, des stupéfiants. Au pire, ça peut être une arme de poing ou un couteau. On a eu ces derniers mois pas mal d'agressions au couteau dans nos gares. Je trouve ça assez irresponsable de ne pas permettre à ces personnes-là d'être expulsées de nos transports ou des gares. Merci. Je soumets aux voix l'amendement CL8 avec avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le CL12, même vote. Même vote. Alors, le 9 tombe. Nous allons donc mettre aux voix l'article 3 dans sa totalité. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 4 et à une série d'amendements de suppression. Monsieur le rapporteur. Chers collègues, je vous propose de supprimer cet article qui est devenu caduc. Merci. Depuis la fin des JOP. Merci. Monsieur Ginft. Il est défendu. Monsieur Houlier. Il est défendu. Je mets aux voix ces amendements de suppression. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Je vous remercie. L'article 5, amendement de suppression. Madame Martin, le CL 113. On reste dans la logique que nous avons défendue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'affaire de l'extension des compétences des agents de sûreté de la SNCF. Je redis que c'est illusoire, outre les problèmes de fond que ça pose, de formation, de mise en danger des agents, parce que, contrairement à ce qui est dit par le Front National, nous sommes préoccupés par la situation même de ces personnes. Et nous considérons que leur confier des compétences qu'elles ne peuvent assumer, c'est les mettre en danger. Mais au-delà de ça, c'est un caractère illusoire dans la mesure où
ne serait-ce que sur un plan numérique, elles ne pourront pas assumer toutes ces nouvelles missions qu'on leur met sur le dos, permettant, c'est vrai, de dire aux gens, mais si, regardez, on se préoccupe de votre sécurité. C'est pas vrai, c'est de la poudre aux yeux. Monsieur le rapporteur. Oui, défavorable à la suppression de cet article qui permet à la SUGE, c'est là aussi une mesure, je pense, de bon sens, d'intervenir dans les transports de substitution de la SNCF, qui aujourd'hui, effectivement, n'était pas couvert. Alors, il y a des dispositions dans la loi sécurité globale qui permettaient d'intervenir déjà, mais on précise... Merci. Je le mets aux voix. Qui est pour cet amendement de suppression avec avis favorable, défavorable, pardon, du rapporteur, avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Monsieur le rapporteur, le 84. Oui, à travers cet amendement, je propose de recentrer le dispositif autour de la volonté initiale, c'est-à-dire de permettre aux agents de la SUGE d'intervenir sur tous les transports routiers de substitution, et non seulement les TER régionaux, et donc de permettre, y compris en région Île-de-France, ce que le droit actuel ne permet pas. Je vous en prie, Madame Martin. On a donc une question géographique là qui nous est posée, puisqu'ils peuvent intervenir dans tous les types de transports par substitution. Si on est en du coup, évidemment, c'est pas le bon exemple. Si nous sommes en IDF et qu'il s'agit d'organiser un transport de substitution à X kilomètres d'une gare, ça signifie donc que vous allez créer les conditions pour que les agents soient déplacés, se déplacent jusqu'à ces endroits à partir desquels les transports de substitution pourraient être organisés. Mais ça n'a aucun sens. C'est impossible. Matériellement, c'est impossible. Il n'y a pas le nombre d'agents nécessaires et suffisants pour avoir cette capacité de contrôle ou de présence, peu importe. Merci. Je mets aux voix l'amendement 84 aux voix. Monsieur le rapporteur, vous aviez un mot? Deux, peut-être. Allez-y. Vos micros, merci. Il y a le nombre d'agents suffisant, hein, pour préciser. Si. Merci. Je mets aux voix donc l'amendement du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 5 ainsi modifié. Qui est pour l'article 5? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 6 avec un amendement, deux amendements de suppression. Madame Regol, le 10. Merci, Monsieur le Président. Oui, on vous propose de supprimer l'article 6 par logique et cohérence afin de ne pas brouiller la répartition des tâches. Encore une fois, là, on nous propose d'affecter à une partie de la police municipale, à certains endroits, voire aux gardes champêtres, des fonctions afférentes à celles de la sûreté ou de la sécurité ferroviaire. Vous le savez, les polices municipales ont déjà un travail à faire qui les occupe fort. Les gardes champêtres n'ont même pas suffisamment de personnel et de temps pour réaliser l'ensemble de leurs missions. Leur affecter en plus des missions qui sortent de ce qui constitue normalement leur corps de métier ou leur périmètre d'action nous semble, pour le dire gentiment, flou à dangereux, et on souhaite éviter que cela ne se produise. Monsieur Porte, le 114. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, une opposition ferme à ce que les gardes champêtres ou la police municipale puissent intervenir dans les emprises ferroviaires et à défaut dans le matériel roulant. On est quand même, je le redis, mais sur une spécificité d'un métier SUGE et GPSR qui est l'intervention dans un cadre fermé, dans un cadre qui est densément peuplé, souvent dans des espaces confinés, avec une formation qui est longue, précise, pour intervenir là-dessus. Et on va faire intervenir les policiers municipaux qui n'ont pas cette formation. Et dans le cadre des conventions qui existent déjà depuis la loi Savary, par exemple, on s'aperçoit que les policiers municipaux, quand ils sont formés, et je mets des gros guillemets à la formation, c'est un cadre de la SNCF qui va aller les voir pour leur donner une journée de formation, pour leur dire voilà comment on intervient dans un périmètre qui est celui de la SNCF ou de la RATP. C'est pas sérieux. Depuis 2016 et la loi Savary, on n'a aucun retour d'expérience sur les conventions qui sont passées, sur l'utilisation de la police municipale. Donc là, pour nous, c'est un risque quasiment de suraccident et de danger, puisqu'on envoie des gens qui ne sont pas formés intervenir dans des lieux qui présentent des particularités qui sont absolument spécifiques, qui nécessitent une formation de très haut niveau. Là, on crée véritablement un risque de danger et de suraccident, à la fois pour les usagers des transports et à la fois pour les policiers municipaux et les gardes champêtres. Monsieur le rapporteur.
Oui, merci Monsieur le Président. Alors, c'est un article, cet article 6 qui est important pour renforcer le continuum sécurité tel qu'il existe dans les territoires aujourd'hui. Et Monsieur Porte, vous venez de le souligner. Je salue le fait que vous venez aussi de saluer la qualité et l'exigence de la formation des agents GPSR et SUGE qui ne ressortait pas évidemment de manière évidente dans toutes les interventions. Mais de manière plus sérieuse. Et vous rappeliez il y a un instant que c'est effectivement un certain nombre de conventions existent déjà pour permettre aux polices municipales d'intervenir, notamment dans des bus, dans un certain nombre de territoires. Je vous proposerai de réécrire l'article à travers un amendement, l'amendement suivant qui est l'amendement CL 85, afin d'obliger, de rendre obligatoire la présence des opérateurs de transport dans la construction et la signature de ces conventions de sûreté des transports. Merci. Monsieur Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas la position de la gauche pour le coup. Vous étiez contre l'intervention d'agents privés pour assurer la sécurité. Là, on vote un article pour que justement des agents publics formés, assermentés puissent intervenir dans les transports et dans les gares. Et là, vous vous opposez à l'article. Au final, vous n'êtes ni agent de sécurité privée, ni policier dans nos gares, ni dans nos transports. Vous parlez de danger, de création justement de danger en envoyant nos policiers municipaux dans nos gares ou dans nos transports. Excusez-moi, le danger aujourd'hui, c'est les personnes qui viennent avec des couteaux dans nos gares ou qui simplement troublent l'ordre public dans nos établissements. Donc soyez cohérents. Bon, on a compris qu'au fond vous êtes contre la sécurité et contre nos agents, qu'ils soient publics ou privés. Mais voilà, assumez. Je mets aux voix ces amendements de suppression. Je n'avais pas vu qu'il y avait une prise de parole demandée, donc je la donne à qui? À Thomas Porte, que je n'avais pas vu. Très rapidement, Monsieur le Président. Je vais donner à Thomas Porte, mais je peux la donner à Sandra Rigol. Donc c'est l'un ou c'est l'autre, décidez. Je fais très rapidement. Je pense qu'on a beaucoup axé toutes nos explications côté NFP sur la cohérence d'action, sur la capacité à avoir des agents qui ont été formés à quelque chose à faire, ce pourquoi ils ont été formés. Et donc, Monsieur Rancoul, nous disons que des agents de la sûreté ferroviaire qui sont formés à ça peuvent faire cette action, mais que ni des gens... Je ne vous ai pas coupé, je pense, quand vous parliez, chers collègues. Donc, je pense que des gens qui ont été formés à un métier sont bons dans leur métier. Si on veut assurer la sûreté des personnes, si on veut lutter contre les diverses formes de violence qui ont lieu, alors il faut miser sur la formation et la bonne formation, et donc extrêmement cohérent de dire que ce n'est pas n'importe quelle force de l'ordre, de police ou de formation privée qui peut intervenir, mais bien des gens dont c'est le métier. Je mets aux voix ces amendements de suppression. Qui est pour ces amendements de suppression? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous en venons au CL, à une série d'amendements identiques. Monsieur Gouffier-Valente, le 85. Merci, Monsieur le Président. Amendement que j'ai évoqué tout à l'heure. Je ne pense pas avoir besoin d'aller plus loin. Il vise à réécrire cet article 6 en rendant obligatoire l'association des opérateurs de transport pour la signature des conventions locales de sûreté dans les transports collectifs. Très bien. Monsieur Moulière. Défendu. Il est défendu. Je mets aux voix ces amendements identiques. Qui est... Madame Martin, je vous en prie. Juste un petit mot là, pour dire que le problème de fond n'est pas résolu, en particulier tous les arguments qui ont été donnés par Thomas Porte. Mais au moins là, vous avez l'élégance, si je puis dire, de remettre la police municipale au bon endroit et sous la bonne responsabilité, qui est celle des maires. Et je trouve que c'est une avancée positive de ce point de vue-là. C'est donc oui, c'est ça. Très bien, je soumets aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Par conséquent, c'est une rédaction globale qui fait tomber les suivants. Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié. Qui est pour la... Non, c'est une rédaction globale. C'est une rédaction globale, tout à fait, mais bien sûr. J'en apprends chaque jour. L'article 7, les amendements de suppression, le CL 38, Monsieur Solignac. Merci, Monsieur le Président. C'est en effet un amendement de suppression. Je rappelle que cet article 7 prévoit la possibilité pour les agents d'Île-de-France Mobilité de visionner les images de vidéosurveillance. Chacun connaît les risques que ferait peser cette possibilité, notamment sur le respect des droits et libertés garantis par la Constitution. En conséquence de quoi, il nous semble qu'une telle mesure n'apparaît pas souhaitable. Les images qui sont captées dans le cadre de la vidéosurveillance sont par nature sensibles et donc leur seul visionnage devrait relever de la puissance publique que ne sont pas ces agents en question.
Le 63 n'est pas défendu. Le 116, Madame Martin. Oui, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est un peu toujours la même affaire. Il y a une notion de glissement des compétences des uns et des autres, un glissement des compétences vers ce qui devrait être assuré par la police nationale en particulier. On sait que ces affaires de vidéosurveillance sont particulièrement intrusives, qu'elles disputent la liberté d'aller et venir, le respect à la vie privée, etc. Et ça ne nous paraît pas être raisonnable. Après, c'est logique. Hein, plus on fait glisser les choses, eh bien, plus il apparaît, par exemple, évident de mettre d'autres agents dans les COCS, enfin, chacun dans les lieux de supervision. Chacun emploiera le vocabulaire qu'il a. Hein. Monsieur Houllier, le 222, pardon. En réalité, c'est l'amendement de Madame Pécresse, si on se dit les choses assez clairement, puisque c'est elle qui défend, enfin en tout cas l'article, c'est elle qui défend la présence d'agents d'Île-de-France Mobilité au sein du centre de coordination opérationnelle, alors même qu'on voit mal ce que ces agents ont à faire dans un centre opérationnel où les personnes qui ont à visionner les images de sécurité doivent être en nombre limité. Et c'est la raison pour laquelle moi je suggère qu'il soit purement et simplement supprimé, parce qu'il n'a que très peu d'intérêt opérationnel et il y a quelques doutes aussi sur l'intérêt au vu des libertés fondamentales. Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Alors, quelques points de désaccord. Ce n'est pas l'amendement de Valérie Pécresse qui pousse, et c'est important, et tout est dans la nuance, mais c'est pas une petite nuance, qui pousse à l'intégration côté de la région. Ils veulent la présence d'IDFM au COS et le rôle de coordination, ce qui n'est pas, en tout cas, ce que je ne vous proposerai pas dans l'amendement que je vous soumettrai à discussion dans quelques instants. Par contre, il est indispensable, chers collègues, oui, aujourd'hui, que dans le cadre, qui plus est, d'un univers des transports publics de plus en plus éclaté et bien en Ile-de-France, qu'IDFM soit présent au sein du SECOS, aux côtés des autres opérateurs, SNCF, RATP, mais également Optile, le réseau des opérateurs privés de la Grande Couronne qui siègent déjà au SECOS. Et tout ça dans un enjeu de faciliter le travail de coordination de l'État. Nous auditionnions Laurent Nunez, le préfet de police, hier matin, qui insistait sur l'importance justement qu'IDFM rejoigne le SECOS, ce qui a été le cas durant les Jeux Olympiques et Paralympiques, et ça s'est bien passé, et ce que l'on espère pouvoir remettre en place le plus vite possible, pas à la fin de l'ouverture à la concurrence, mais dès la promulgation de cette loi, sans élargir les compétences, les missions définies, attribuées à IDFM dans le cadre de la loi. Si avis défavorable sur ces série d'amendements. Je mets aux voix ces amendements de suppression avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ces amendements de suppression? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous en venons au 193, Monsieur Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à élargir ce dispositif aux sociétés de sécurité privée, donc qui contractualisent avec Île-de-France Mobilité. Donc l'objectif est justement une meilleure coordination des moyens de sécurité, qu'ils soient publics ou privés. On parle régulièrement du continuum de sécurité, or la sécurité privée en fait partie. L'article est assez bien rédigé dans le sens où quand même c'est une habilitation qui est donnée au cas par cas. Donc on ne donne pas l'accès à l'ensemble des agents de sécurité à ce poste de commandement, mais une personnalité. Je pense que c'est important qu'une société de sécurité qui déploie des milliers d'agents pour Île-de-France Mobilité puisse envoyer un chef de site, par exemple, un coordinateur, pour avoir une meilleure efficacité sur le terrain. Je reprends l'image, on a dit que ça posait problème d'envoyer du privé dans ces centres de commandement. Pour transposer, pour faire une image, dans les centres de traitement des appels des sapeurs-pompiers ou du 15 par exemple, depuis quelque temps, on a des ambulanciers, on a des médecins libéraux, et ça marche très bien parce que ça permet une meilleure coordination. C'est pas pour autant que les missions ne sont pas bien définies, c'est pour une meilleure coordination, une meilleure application et réactivité sur le terrain. Monsieur le rapporteur. Oui, défavorable. Le SECOS doit rester ouvert aux opérateurs et aux AOM. Par ailleurs, une fois IDFM présent au centre de commandement opérationnel, il n'y aura plus de vide informationnel, puisque c'est IDFM qui coordonnera ces points-là. Merci. Je mets aux voix ce 193 de Monsieur Rancoul avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 235, Monsieur Gouffier-Valente, ainsi peut-être le 236.
Alors, le 235 rédactionnel qui est pour. Le 236 rédactionnel, même vote. Le 234, monsieur le rapporteur. Oui, alors c'est l'amendement tel que je le présentais il y a quelques instants, donc de permettre donc de cantonner la présence, permettre la présence d'Île-de-France Mobilité au sein du SECOS dès l'adoption et la promulgation de cette loi et de la cantonner à sa mission telle que définie au 6e du grand 1 de l'article L 1241-2. S'il n'y a pas d'autre intervention, je le soumets aux voix. Du Code des transports. Qui est pour l'amendement du rapporteur 234, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous en venons à une série d'amendements pouvant être soumis à une discussion commune avec des amendements identiques. Le 23. Alors, je n'ai pas de signataire. Il tombe, vous êtes sûr? Tout ça, ça tombe. Les identiques. Les discussions communes. Oui, Monsieur le Président, je pense que ça tombe du fait de l'amendement en effet, de notre excellent rapporteur. Et pas le 233 en revanche. En effet, Monsieur le rapporteur, le 233... Je peux vous poser une question, Monsieur le Président? Pourquoi est-ce que l'amendement du rapporteur et nos amendements n'étaient pas en discussion commune? Parce qu'ils allaient dans le même sens. Alors, le classement en discussion commune n'est pas fait par le Président. C'est une proposition qui lui est faite. Et donc, c'est qu'il a été jugé que c'était pertinent. J'interrogerai lorsque nous aurons le temps d'en parler. Et donc, hors commission. En revanche, le 233 n'est pas tombé. Monsieur le rapporteur. Oui, alors, je l'ai présenté. C'est l'amendement qui supprime l'entrée en vigueur différée de l'article 7 et permet donc une entrée en vigueur dès la promulgation. Je le soumets donc aux voix. Qui est pour l'amendement du rapporteur 233 ? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 7 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article additionnel après l'article 7. Monsieur Porte, le 163. Madame Martin, pardon. Merci de me donner la parole. Alors là, ça va vous faire plaisir, puisqu'il s'agit de revenir et de supprimer l'article du Code des transports qui permet à la SUGE et au GPSR de pouvoir visionner les images. Pourquoi? Parce que c'est inutile, parce que ça ne leur donne en rien une capacité d'intervention supplémentaire. Ils sont au COX, ils voient un certain nombre d'images et finalement, qu'en font-ils? Nous, on préfère, malgré les critiques dont on a été porteur jusqu'à maintenant, mais surtout dans l'évolution des missions. Ce qu'on critique, ce n'est pas les personnes eux-mêmes, mais avoir de la présence humaine rassurante au milieu des voyageurs, est quelque chose qui nous paraît avoir une vraie valeur ajoutée. Mais qu'ils soient devant les écrans, même de façon momentanée, à regarder des images aussi révélatrices soient-elles, ne présentent aucun intérêt. Monsieur le rapporteur. Madame Martin. Micro. Défavorable. Défavorable. Je mets aux voix, s'il n'y a pas d'autre prise de parole, l'amendement 163. Qui est pour? Qui est contre? Avec avis défavorable du rapporteur, il est rejeté. Article 8, une série d'amendements de suppression de l'article. Madame Faucillon, il n'est pas défendu. Monsieur Porte. Madame Martin. Monsieur Porte. Oui, merci. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui vise à supprimer un article qui pérennise l'usage des caméras piétons. D'abord parce que eux-mêmes, les syndicats, et notamment la première organisation syndicale à la SNCF, estiment qu'il n'y a pas eu de retour d'expérience depuis leur mise en place. Donc, il n'y a pas d'étude d'impact sur est-ce que c'est positif ou pas. Et deux, c'est aussi, au moment où on parle de sécurité, de sûreté, et nous, notre angle, c'est clairement plus de présence humaine déployée dans les gares, aux abords des gares et dans les transports, un argument utilisé, notamment par la direction de la SNCF, pour ne pas mettre plus de moyens humains à la SUGE en disant vous avez des caméras piétons, pas besoin de mettre plus d'agents. Donc on est contre la généralisation de ce dispositif qui, en plus, depuis un certain nombre d'années, a été présenté comme expérimental sur un certain nombre de catégories de métiers, qui tend à se généraliser de plus en plus sans aucune étude d'impact qui dit si oui ou non ça fait baisser le niveau des incivilités, des agressions ou des infractions. Donc à minima, nous on serait favorable à ce qu'il y ait une étude d'impact sur ce qui est déjà existant avant de se prononcer pour savoir s'il faut les généraliser ou pas.
Votre amendement de suppression, Monsieur Molac, le 180, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Donc oui, avis défavorable. En donnant quelques éléments qui m'ont été remontés par le gouvernement, puisqu'un rapport d'évaluation a été remis par le gouvernement et le dispositif est unanimement salué par les opérateurs et surtout chez les agents. Quelques chiffres. Pour 4 opérateurs ayant transmis un bilan de l'expérimentation, 80 à 94% des agents ayant participé à cette expérimentation jugent que le port des caméras piétons joue un rôle dissuasif face aux menaces et agressions, et 85-92% des agents considèrent que les caméras piétons permettent d'apaiser les situations. 79 à 96% de ces mêmes agents se sentent plus en sécurité grâce à ce dispositif, et on constate également une forte réduction de l'accidentalité. La SNCF a ainsi constaté une baisse de 35% des accidents de travail avec arrêt pour atteinte ou outrage entre l'année 2019 et la période mai 2022 et avril 2023 pour les agents porteurs de ces dispositifs. J'ai pu moi-même le mesurer en allant sur les différents déplacements avec un réel mécontentement de voir cette expérimentation tomber depuis le 30 septembre dernier et une attente à ce que ce soit rétabli le plus vite possible. Monsieur Guiton. Oui, merci Monsieur le Président. Mais écoutez, comme d'habitude, avec la gauche, on voit bien qu'il y a une doctrine de fond anti-caméras de protection, on les appelle comme on veut, dans l'ensemble en fait des corps de la société, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les villes, que ce soit pour les Jeux Olympiques, que ce soit ici dans les transports ferroviaires. Avec la gauche, c'est toujours pareil. Ça fait 2 ans et demi que je les pratique en commission des lois. Ça fait 2 ans et demi qu'ils s'opposent à toute protection pour les Français. Vous voulez mettre plus d'humains dans le ferroviaire, c'est intéressant, mais il faudra peut-être les écouter, ces humains. Et ces humains, à plus de 95%, qui protègent nos compatriotes qui prennent le train tous les jours, en fait, ils sont favorables à ces caméras piétons. Je tiens juste à préciser qu'à la base, c'était sur le volontariat. Je crois qu'il y avait 2700 caméras sur 10 000 personnes. L'Union des transports publics et ferroviaires y est favorable, donc je pense qu'il est bon d'écouter les professionnels du quotidien s'ils réclament des caméras. Et un dernier argument, vous aurez beau sortir toutes les études pour essayer d'être anti-caméra, il y a une chose à laquelle on ne peut pas mesurer, c'est la dissuasion de ces caméras de vidéoprotection. Et en tout cas, lorsqu'on écoute les professionnels, ça permet de dissuader. Et quand on sait la violence et la société de plus en plus violente dans laquelle on vit, il me semble que c'est nécessaire, utile. Et donc, mettre des humains avec des caméras de vidéoprotection, il me semble que c'est nécessaire, ou caméras piétons, pardon. Madame Martin, puis Monsieur Molac. Madame Martin. Bon, on n'est pas... C'est toujours délicat pour nous, je pense, députés, de commenter des positions syndicales. Hein. Bon. Chacun dans son rôle. Non mais, permettez, chacun dans son rôle. En revanche, puisqu'il y a un bilan qui aurait été élaboré, moi je pense qu'il serait plus que logique, pour pas dire démocratique, que ce bilan soit transmis aux députés, particulièrement ceux de la commission des lois, puisqu'on est amené à travailler sur ce sujet. Et en attendant, on va maintenir évidemment notre demande de suppression de l'article. Mais c'est quand même incroyable qu'il puisse y avoir ce type de document sans qu'il nous soit transmis. Soi-disant, nous avons un rôle d'évaluation de l'action gouvernementale. Ben, tu parles. Si on ne nous donne même pas ce type de rapport alors qu'on travaille sur le sujet précisément, bref, tout est dit et tout est fait en Macronie. Donc, en tout état de cause, en attendant de bénéficier de la lecture de ce document, nous maintenons notre demande de suppression de cet article. Micro, oui, merci. Donc, effectivement, je voulais qu'on ait le débat, parce que ça me semble important. Et donc, alors, monsieur le rapporteur nous a donné des éléments qui sont effectivement intéressants, qui corroborent un certain nombre de choses que j'ai pu entendre par ailleurs. Et donc, moi, je ne suis pas idéologique, hein, contrairement à ce que pensent certains, donc je vais retirer l'amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, et ça me permet d'apporter par ailleurs une précision à madame Martin. Ce rapport a été remis au Parlement le 11 avril dernier, et donc il est disponible à la bibliothèque, normalement. Très bien. Alors, nous mettons aux voix l'amendement de suppression 117, car l'un a été retiré, l'autre n'a pas été défendu, avec avis évidemment défavorable du rapporteur. Qui est pour cet amendement de suppression? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons au 86, monsieur le rapporteur. Rédactionnel comme le suivant, le 87. Il est rédactionnel. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le suivant, rédactionnel également, même vote? Oui. Même vote. Monsieur Rancoul, le 194.
Merci Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à étendre la possibilité de porter une caméra piéton aux agents de sécurité qui œuvrent dans les gares et dans les transports en commun. L'objectif donc est de simplement sécuriser ces agents. Je croyais que la gauche était censée s'occuper de la santé au travail des travailleurs justement. Pour le coup, les caméras piétons, c'est une vraie sécurité pour les agents qui interviennent. C'est une sécurité à la fois pour les agents, mais aussi pour les tiers, parce que vous avez au moins la séquence qui est filmée, vous avez le son de l'échange, et donc c'est une sécurisation pour tout le monde, ces caméras piétons. C'est une demande. Je pense que si vous discutez avec les forces de l'ordre, avec des policiers municipaux, avec des sapeurs-pompiers qui sont équipés de caméras piétons, eh bien, ils sont très satisfaits d'avoir ces caméras piétons, parce que ça permet déjà dans un premier temps de dissuader les potentiels agresseurs. Ça désamorce les conflits, et puis en cas d'incident, au moins on a un élément et pas simplement une partie de vidéo tournée avec un téléphone portable. Donc protégeons nos agents de sécurité. Je note qu'on a un article 8 bis qui permet aux conducteurs dans les transports en commun de porter les caméras piétons. Donc monsieur le rapporteur, si les conducteurs peuvent porter une caméra piéton, je pense que c'est censé de permettre aux agents de sécurité qui interviennent dans les mêmes conditions de porter des caméras piétons, parce que c'est justement leur métier de sécuriser et de rétablir l'ordre dans ces établissements. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je suis ouvert à la réflexion sur ce point-là, mais à travers une expérimentation. Je l'évoquais dans mon propos liminaire et dans les réponses à Monsieur Yann Boucard et à Sébastien Vic, puisqu'ils ont déposé un amendement quasi similaire, mais à travers une expérimentation qui n'a pas été recevable, donc il y a un problème de rédaction, donc on va le retravailler pour la séance. Mais ouvert, non, puisque l'article 8 bis est une expérimentation par ailleurs pour les conducteurs, et je propose qu'on reste dans le cadre d'une expérimentation, que ce soit pour les conducteurs et pour les agents privés de sécurité, effectivement, puisque sinon, imaginons un bus où on aurait le conducteur qui aurait lui le droit à la caméra piéton, quand l'agent de sécurité n'y aurait pas le droit. Il y a effectivement un certain bon sens à cela, mais en restant dans le cadre d'une expérimentation aussi. Demande de retrait pour retravailler avec M. Boucard et Huyghe, si possible, cette expérimentation en lien avec le gouvernement, sinon défavorable. Monsieur Rancoul, est-ce que vous retirez? Très bien, merci. Nous en venons par conséquent à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Madame Regol, le 11. Monsieur Duplessis, pardonnez-moi. Oui, merci Monsieur le Président. Comme ça a été dit, les écologistes partagent le fait que ces caméras semblent avoir un bilan positif, à la fois de faire baisser les tensions naissantes lors des contrôles et du coup d'améliorer le sentiment de sécurité des agents. Pour autant, le fait que l'activation de ces caméras se fasse à la discrétion des agents crée une suspicion qui peut parfois être légitime, comme ça a pu le dire parfois sur les réseaux privés, sur les vidéos privées, on peut se douter d'avoir accès à l'intégralité de la scène. Donc la proposition de cet amendement est de rendre l'activation de ces caméras permanentes pour faire taire cette suspicion autour du moment où sont activées ces caméras. Monsieur Soulinac, le 54. Oui, cet amendement me permet de dire au Rassemblement national que la gauche n'est pas hostile à la technologie pour la sécurité, dès lors que la sécurité publique, dès lors que les usages en sont encadrés, réglementés et garantissent le respect d'un certain nombre de libertés. Et là, en l'occurrence, nous, comme notre collègue vient de l'exprimer, nous souhaitons que l'enregistrement soit systématique, l'enregistrement via les caméras piétons, parce que ce caractère systématique garantira la protection des agents comme des usagers et évitera de laisser un agent devant, en quelque sorte, son libre arbitre. On peut imaginer le caractère partial ou subjectif d'une telle décision facultative s'agissant du déclenchement de l'enregistrement. Je termine juste en disant que ça reprend la doctrine en matière de caméras piétons que nous avions défendue s'agissant de la police, de la gendarmerie ou bien encore des agents de la pénitentiaire, donc nous sommes cohérents. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Selon moi, cette fois-ci, c'est vous qui allez trop loin sur l'enregistrement généralisé et qui, en tout cas, ne me paraît pas proportionné et représenter une réelle atteinte aux libertés publiques. Par ailleurs, juste pour rappeler que quand un agent active sa caméra piéton, il doit le signaler à l'individu dans
on va dire, la procédure de déclenchement. Aussi, je proposerai de retirer cet amendement, ou à défaut, ce sera un avis défavorable. Alors, Madame Rigol, retirez-vous. Merci. Non, on ne souhaite pas retirer cet amendement. Déjà parce que, comme on n'arrête pas de le répéter depuis le début, notre priorité, c'est le respect du droit et d'avoir un cadre de droit qui soit applicable et qui soit compréhensible par toutes et tous. D'autre part, parce que nous ne sombrons pas ni dans la technophobie, ni dans la technophilie idolâtre. Et donc, nous demandons que ce soit un petit peu mieux encadré. Pourquoi est-ce que le fait que les agents choisissent le moment du déclenchement est un problème? Parce qu'en fait, ça ne se fait sur aucun critère prédéterminé et partagé. Et de fait, il peut y avoir un début d'altercation qui soit contredit par un enregistrement tierce dont on ne connaît pas forcément la source. Et la solution d'avoir un enregistrement continu et donc de ne pas avoir besoin de déclencher et de signaler, ce n'est pas un dispositif de surveillance, c'est un dispositif qui permet de documenter est-ce qu'il y a ou non des biais et, comme le disait mon collègue Emmanuel Duplessis, peut-être de lever les suspicions. Monsieur Rancoul, puis Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je trouve ça assez curieux du coup parce qu'on va filmer de la prise de service jusqu'à la fin de service l'activité de l'agent en question qui va être enregistré. On va avoir une vidéo, on va avoir le son y compris pendant sa pause. Pour le coup ça contredit un peu vos positions. Je trouve ça assez liberticide et plus pertinent justement de déclencher en cas d'altercation, sachant que les dispositifs enregistrent de façon rétroactive 30 secondes au moment du déclenchement. Donc vous avez le début de l'altercation au moment du déclenchement. Ça me paraît plus pertinent. Et puis même au niveau de la CNIL, comment vous allez justifier l'agent qui déclenche sa caméra le dit à haute voix, qui déclenche son dispositif. Là, il va filmer de A à Z. L'agent qui va se promener dans son train ou dans la gare va filmer tous les passagers, va enregistrer des conversations. Comment les passagers ne seront même pas au courant qu'ils sont enregistrés. Donc pour le coup, je trouve ça très problématique. Alors, Monsieur Solignac. Ces amendements ne disent pas ça. Ils parlent bien de déclencher l'enregistrement des interventions et pas de filmer quasiment en continu ce que pourraient faire les agents, d'une part. Et d'autre part, en refusant d'accéder à ces amendements, vous dites quoi? Vous dites aux agents, vous déclenchez si vous le voulez. Et si ça peut vous poser un problème, vous ne déclenchez pas. C'est ça en réalité. Et c'est comme ça que ça va être interprété, le cadre légal. Et nous pensons que pour des raisons de clarté, dans le cadre d'une intervention évidemment, l'enregistrement doit être systématique. Monsieur le rapporteur, pour conclure. Oui, juste pour conclure, parce que, qui plus est, cet amendement vient quand même fragiliser juridiquement cette disposition, dans le sens où le Conseil constitutionnel, à chaque fois qu'il s'est prononcé sur ces dispositifs de caméra piéton, a toujours précisé que la non-permanence était une condition nécessaire. Alors je vous retrouverai, j'ai plus les décisions sous les yeux là. Je vous les en donnerai d'ici la séance, mais adopter un tel amendement viendrait créer un réel risque juridique sur ce dispositif. Bien, je soumets aux voix cet amendement CL 11 avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Même vote pour le 54. Même vote. Je vous remercie. Le 88, Monsieur Gouffier-Valente, c'est un rédactionnel? Rédactionnel. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Même vote pour le 89, qui est un rédactionnel, je suppose. Alors, le 231 de Monsieur Moulière. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à ce que la caméra piéton puisse être déclenchée sur la voie publique et pas uniquement dans les véhicules de transport ou les emprises ferroviaires. Votre avis, Monsieur le rapporteur? Oui, alors ce sera une demande, chers collègues, de retrait, puisque l'alinéa 11 actuel prévoit déjà un élargissement de cette possibilité, et je la complète juste après avec mon amendement CL 90, ce qui me semble répondre en partie
à l'objet de votre amendement. Et sur la forme, votre amendement renvoie à un décret, ce qui peut être contestable. Voilà, donc je vous propose donc, chers collègues, de le retirer au profit de mon amendement qui vient juste après. Alors, Monsieur Mouliat, est-ce que vous cédez à la pression bienveillante de votre Je le collègue? retire. Je vous remercie. Le 90, Monsieur le rapporteur. Le 89, on l'a déjà adopté. 90. Okay, donc le 90, qui est un amendement qui vise à permettre aux agents de la SUGE et du GPSR de poursuivre donc l'enregistrement audiovisuel par caméra piéton dans leur véhicule, donc, tout au long de leur action. Je soumets aux voix cet amendement du rapporteur, c'est le 90, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 8 ainsi modifié, qui est pour l'article 8, qui est contre. Il est adopté. Article